Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. L'Amérique a un nouveau président. Le républicain Donald Trump devient le 45e locataire de la Maison-Blanche. Il a battu sa rivale, la démocrate Hillary Clinton. Et dans ses habits de nouveau chef de l'exécutif américain, Trump appelle à l'unité de tous ses compatriotes. L'essentiel de ce 12 heures consacré à la présidentielle américaine. Suspension des gardes de nuit dans toutes les officines de pharmacie. Une violation de la législation en cours. L'Ordre des pharmaciens du Sénégal soutient le contraire. Meurtre, viol, association de malfaiteurs et trafic de drogue. La deuxième session de la cour d'assises de Ziguinchor va se pencher sur 14 affaires. Georges Détchédio, bonjour. Bonjour Antoine. Dans la page internationale, naturellement, on reviendra sur l'élection de Donald Trump, entre autres. Et oui, le monde ne parle que de la victoire de Donald Trump, le candidat républicain. Vague de réaction donc à travers la planète selon François Hollande. L'élection de Donald Trump ouvre une période d'incertitude. Le Nigeria, on va en parler, le Nigeria qui compte ses morts, 36 personnes tuées par des voleurs de bétail présumé. L'actualité des sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Il y aura du football avec l'équipe nationale du Sénégal qui se trouve en Afrique du Sud. À Polo Kouané, où aura lieu dans une heure la deuxième séance d'entraînement de l'équipe d'Aliou Cissé, le groupe des Lions est au complet. Nous parlerons de handball avec la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Après la publication de la liste, le sélectionneur national du Sénégal se prononce sur les objectifs de son groupe. Dans ce 12 heures, on parlera de basketball et de lutte également, Antoine. La chronique du jour, Mbaye Sidi Mbaye. Qu'est-ce que l'Afrique et le reste du monde peuvent attendre de Donald Trump, qui vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique? Point de vue vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'issue de l'élection présidentielle américaine est connue et c'est le candidat républicain Donald Trump qui a été élu à la tête de la première puissance mondiale, le 45e locataire de la Maison-Blanche, fraîchement élu, appelle à l'unité de tous les Américains et promet de travailler pour la renaissance des États-Unis. Voici un extrait de son discours. Je le dis très honnêtement, il est temps pour l'Amérique de panser ses plaies, de se rassembler. Le temps est venu. Je m'engage devant chaque citoyen, chacun de nos concitoyens, à être le président de tous les Américains. C'est extrêmement important pour moi. Ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir, et il y en a eu quelques-uns, j'attends votre aide, vos conseils pour que nous travaillions ensemble pour unifier notre grand pays. Comme je l'ai toujours dit, notre campagne n'était pas une campagne à proprement parler, mais plutôt un grand mouvement, un mouvement impressionnant, composé de millions d'hommes, de femmes qui travaillent dur, qui aiment leur pays et qui veulent s'offrir un avenir plus radieux à eux-mêmes et à leurs familles. Ceux, les hommes, les femmes qui ont été oubliés dans notre pays ne seront plus oubliés. Nous réglerons le problème des centres-villes, reconstruire les ponts, les routes, les aéroports, les écoles, les hôpitaux. Nous reconstruirons nos infrastructures. Enfin, nous nous occuperons de nos anciens combattants. Dans le même temps, nous nous entendrons avec tous les autres pays, tous ceux qui voudront bien s'entendre avec nous. Je veux dire à la communauté internationale qu'évidemment les intérêts des États-Unis seront toujours les premiers, mais nous traiterons de façon juste et équitable tous les autres peuples, toutes les autres nations. Nous chercherons toujours à trouver des points communs, pas d'hostilité, le partenariat, pas le conflit.
Donald Trump, juste après son élection à la tête des États-Unis. La victoire du républicain ne peut rien changer dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. C'est la conviction du professeur Ousmane Sène. Le spécialiste des questions américaines soutient que la balle est dans le camp des pays africains qui doivent travailler à renforcer leur démocratie tout en respectant les droits de l'homme. Le professeur Ousmane Sène était un de nos invités ce matin. Il y a certaines constances au niveau de la politique des États-Unis. Et personne ne les change pas. Enfin, personne ne les changera. Il faudra qu'il y ait un changement majeur à l'intérieur des États-Unis pour que ça change. Mais dans quelques mois, qu'est-ce qui va changer? Barack Obama va quitter la Maison-Blanche, mais il y a des donnes qui sont pratiquement immuables. Surtout la relation avec l'Afrique. Pour deux raisons, pour un certain nombre de raisons. D'abord, la relation avec l'Afrique, c'est une relation qui, au fond, tant qu'elle reste, ne change pas beaucoup par rapport à la grande réalité macroéconomique et macro-politique et macro-démographique aux États-Unis. Quel intérêt y a-t-il à le changer? Il n'y en a pas. À moins que dans certains États africains, vous ayez des situations telles que la situation qu'on a vécue ou qu'ils ont vécue eux avec Mugabe, au point d'être un peu hostile par rapport à ce pays. Mais prenez un pays comme le Sénégal, je vois mal que les choses changent, à moins que nous fassions des reculs au niveau de la démocratie, au niveau des droits de l'homme, etc., etc. Le reste de l'actualité relative à l'élection présidentielle américaine, ce sera dans la page internationale. Il est 12h07, vous suivez le grand journal. RFM, partout, tout le temps. Après le double meurtre de 2 employés donc dans une pharmacie à Ndioum, l'Ordre des pharmaciens du Sénégal a pris un certain nombre de décisions, dont la suspension des gardes de nuit jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui serait non conforme à la législation actuelle, mais l'ordre dit tout autre chose. Selon les pharmaciens, vu le caractère ou le contexte avec le meurtre de 2 de leurs employés, des mesures disciplinaires ne peuvent pas s'appliquer à eux. C'est parce que l'initiative n'est pas individuelle, mais collective. Sornana Tambay. Tous les Sénégalais ont le droit de se soigner et de se procurer des médicaments dans les endroits indiqués, à savoir les pharmacies, de nuit comme de jour. Alors, la décision des pharmaciens de suspendre les gardes de nuit ne viole-t-elle pas les textes? Docteur Mohamedou Sow, membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Dans une localité sénégalaise où il y a plus de 2 pharmacies qui sont installées, les organisations professionnelles, en particulier donc les syndicats, sous l'autorité de l'Ordre des pharmaciens, doivent organiser le planning des gardes. Il doit y avoir une rotation, pharmacie par pharmacie. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'exception. Il se trouve que c'est en respectant cette réglementation qu'il y a eu un double meurtre. Raison pour laquelle l'Ordre des pharmaciens a pris la décision de suspendre les gardes de nuit en attendant d'avoir des garanties sur la sécurité des pharmaciens et de leurs agents. Voilà ce que disent les textes régissant la corporation. Aucun responsable n'a pris la décision unilatérale de fermer son officine. Il s'agit d'un mouvement de groupe dirigé par l'ordre lui-même. Alors, pas de sanctions. Si le Conseil en est venu à cette décision, c'est qu'il a beaucoup encaissé. D'après le docteur Sow, malgré plusieurs promesses, le secteur est rongé par les cambriolages et la vente des médicaments de la rue. En 2013, il y a eu ce qu'on appelle un conseil interministériel sur la pharmacie, parce qu'il y avait une série de cambriolages. Lors de ce conseil interministériel, il était clairement dit qu'il devait y avoir une réponse forte, adaptée par rapport à ce fléau qu'est le marché illicite des médicaments. Malheureusement, il y a une volonté qui est énoncée, mais seulement les résultats ne suivent pas. De son côté, la ministre de la Santé a prévu une rencontre avec le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ce mercredi. Il y aura peut-être un début de solution. Les officines de pharmacie subissent une terrible insécurité, meurtres et autres cambriolages. C'est cela leur sort presque au quotidien. Et l'État sans doute a failli dans sa mission d'assurer aux citoyens leur sécurité, là où le Sénégal est le plus grand pourvoyeur d'éléments de police au contingent des Nations Unies. Commentaire Binta Diallo. Un État doit être garant de la sécurité de ses concitoyens, ce qui veut dire, en langage plus simple, qu'il ne doit pas attendre que le peuple réclame protection. Et au Sénégal, nous sommes arrivés à cet état de fait. Une insécurité galopante et permanente qui fait que la psychose s'est emparée de la population. Quand un pays est premier mondial en termes d'envoi de policiers à l'étranger, le Sénégal est donc le plus
présent dans les opérations de maintien de la paix dans le monde. Bel paradoxe, cette annonce du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, parce que pendant ce temps, son pays a prouvé à suffisance qu'il est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Les policiers envoyés en zone de conflit sont payés sur les deniers publics, l'argent du contribuable, sa mission étant d'aller faire régner la paix dans ces pays en situation difficile et faire revenir la sécurité. Et pendant ce temps chez eux, les malfrats font la pluie et le beau temps parce qu'en face, il n'y a pas de mesure de dissuasion. Et puisque la nature a horreur du vide, les agressions se multiplient et en plein jour, s'il vous plaît. Pourtant, pour réprimer son opposition, le régime n'hésite pas à faire le plein de forces de l'ordre et à bunkériser les artères de la capitale, ce qui veut dire que la gestion sécuritaire résulte tout simplement d'un manque de volonté politique. Dans les quelques commissariats de police qui existent et qui ont été créés à l'occasion, le maître mot est le même, manque d'effectifs et d'équipements adéquats pour faire face. À Ziguinchor, la deuxième session de la cour d'assises s'ouvre le 21 novembre prochain et 14 affaires seront jugées. Il s'agit des cas de meurtre, de viol, d'association de malfaiteurs et de trafic de drogue. Ziguinchor, Lamine Ba. La deuxième session de la cour d'assises de Ziguinchor pour l'année se tiendra du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 2016. La note de la présente session de la cour d'assises pour l'année 2016 a été rendue publique hier par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, El Hadj Abdoulaye Sylla. Au menu, 14 affaires avec 20 accusés qui devront répondre des délits de meurtre et viol, d'association de malfaiteurs, trafic, culture et production de chanvre indien, d'infanticide, de contrebande, trafic de drogue, de cocaïne, de meurtre et de trafic intérieur de drogue. La première affaire concerne le sieur Gilbert Bansilou, accusé de meurtre et viol. Il ouvre ainsi le bal des accusés. Un avocat a été commis pour la défense de l'accusé devant l'avocat général par le procureur El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla qui sera suppléé par ses deux substituts. Une deuxième session au cours de laquelle les délits d'infanticide et de meurtre sont revenus en force et occupent une bonne place des accusations. Les 20 accusés vont être jugés par la cour dont le président et le magistrat Idrissa Diarra et les assesseurs sont Bassirou et Madame Sen. Autre particularité à relever, le retour en force du crime de trafic intérieur et de la drogue. Les autorités administratives, militaires et civiles de Ziguinchor sont attendues à la cérémonie solennelle d'ouverture qui aura lieu au palais de justice de Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le Magal de Touba, c'est dans 10 jours exactement. La direction du service civique national en profite pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine. À Mbacké, le service civique national invite les jeunes à s'engager dans les activités citoyennes. Correspondance Papa Balagueye. Faire en sorte que les jeunes de Mbacké soient plus responsables et engagés dans les activités d'utilité publique, tel est le combat de la direction du service civique national. Selon le capitaine Mohamedou Moustapha Sylla, adjoint du directeur, la jeunesse doit contribuer à la construction nationale et faire fi de l'immigration clandestine. Tous les jeunes pensent que aller en Europe est une solution, mais les Européens sont en train maintenant de voir comment venir en Afrique. C'est à eux maintenant d'essayer de s'armer de patience et d'éviter d'utiliser la mer. Dans la mesure où les statistiques de cette année, dans le cadre du Frontex, dans la Méditerranée, il y a eu plus de 5000 personnes qui sont mortes par noyade et par eau. Est-ce que ça vaut la peine? Un appel bien accueilli par la jeunesse de Mbacké, engagée à réduire les cas d'accident à l'occasion du Grand Magal de Touba. Ces jeunes ont eu l'idée de reprendre tous les dodanes sur la route de Diourbel à partir de la cité Seigne Saliou jusqu'à Touba, c'est-à-dire Mbacké, Touba et tout. Ça a fait plus d'une quarantaine de dodanes qu'on a eu à rafraîchir pour participer également au Watal du Magal. En partenariat avec le Conseil communal de la jeunesse, le service civique national invite la jeunesse à respecter les symboles de la nation, une manière de cultiver la citoyenneté. Papa Balagueye, Mbacké, Radio Futur Média. La suite de ce journal, c'est dans un instant avec l'actualité internationale marquée par l'élection du républicain Donald Trump à la tête des États-Unis. Il devient ainsi le 45e locataire de la Maison-Blanche. Il a battu donc sa rivale, la démocrate Hillary Clinton, et dans ses habits de nouveau chef de l'exécutif américain. Donald Trump appelle à l'unité de tous ses compatriotes. Nous serons en direct avec notre correspondant permanent à Washington, Baba Aïdara. Baba Aïdara donc est en ligne. Bonjour Baba Aïdara. Bonjour Antoine. Alors déjà on fait le point avec vous.
Oui, Antoine, contre toute attente, Donald Trump, âgé de 70 ans, est élu président des États-Unis d'Amérique. Le temps est venu de penser les plaies de la division, de refaire notre unité en tant que peuple. Je m'engage à être le président de tous les citoyens américains. Ces mots sont de Donald devant ses partisans au cœur de Manhattan. Antoine, l'homme qui, il y a quelques mois de cela, était considéré comme comédien, a démantelé la machine Clinton, une secousse sismique chez les démocrates. Il faut aussi reconnaître, Antoine, que Donald a remporté ces districts électoraux dominés par les électeurs blancs, riches, religieux ou simplement mécontents. Antoine, la victoire de Trump est comparée aujourd'hui au Brexit britannique. Le rejet des élites et la peur de l'immigration ont beaucoup contribué à ces résultats qui risquent de conduire les industries de sondage à la faillite. Le 20 janvier prochain, Donald, petit-fils d'un immigrant allemand, va succéder à la Maison Blanche, ce fils d'un Africain venu du Kenya, d'Afrique. Baba Aïdara, oui, Georges. Alors, la réaction de Hillary Clinton est attendue dans les heures à venir. Elle était bouleversée pour ne pas venir devant, pour ne pas se rendre à Javits Center, son KG, pour s'adresser à ce beau peuple qui croyait en elle. Donc, sa sortie est attendue aujourd'hui. Elle avait quand même appelé le vainqueur d'hier soir, Donald Trump, pour le féliciter. Et c'est ça la beauté de l'Amérique. On n'a pas encore eu écho de l'appel de l'actuel président Barack Hussein Obama. Mais ce qui est sûr, Georges, ça ne va pas tarder, car c'est comme ça l'Amérique et sa démocratie. Baba Aïdara, merci. Et je rappelle que Donald Trump a remporté cette élection présidentielle américaine avec 279 grands électeurs, Georges. On suit avec les réseaux sociaux, Antoine. Oui, les réseaux sociaux qui ont beaucoup joué, en tout cas sur la victoire de Donald Trump. Oui, dans les votes en tous les cas, selon Ousmane Tiongan, expert en communication digitale, face au comportement partisan de la presse américaine contre sa personne, Donald Trump s'était tourné vers Facebook, Twitter entre autres, pour convaincre les électeurs. Ousmane Tiongan avec Migui Maram Ndiaye. Cette victoire de Donald Trump, on peut la lire à travers les données statistiques qui sont là. Au niveau de Facebook et Twitter, Donald Trump était à presque 13 millions et 12 millions d'abonnés, de followers comme on dit. Et Larry était respectivement à 10 et 8 millions. Mais il y a également les mentions tweets. Le décompte montre que durant cette campagne électorale, Donald Trump était à 6,7 millions de mentions. Ça, c'est important au moment où Hillary comptabilisait 2 millions. La stratégie de Donald Trump à travers les médias, c'est que, quelque part, il a compris très vite l'essentiel des médias américains, les médias traditionnels, radio et télévision, étaient contre sa personne. C'est pourquoi, lui, il a utilisé la stratégie d'aller sur Internet, de poster ses informations, ses polémiques, ses accusations, ses mensonges même. Et cela a été tweeté, retweeté, cliquer, recliquer si vous permettez l'expression, et c'est qu'il a fait un buzz extraordinaire au niveau de ses réseaux sociaux. Ousmane Tiongan, notre confrère. Alors, comment l'élection de Donald Trump est-elle perçue par la communauté internationale? Naturellement, on n'en a que pour le successeur de Barack Obama. Oui, série de réactions, les chefs d'État s'y mettent. Migui Maram Ndiaye, vous nous faites un tour du monde des effets de la victoire du candidat républicain. Beaucoup de messages de félicitations, mais pas que ça. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde, des réactions venues de tous bords. La Russie d'abord. Vladimir Poutine, après avoir félicité le 45e président des États-Unis, dit espérer un dialogue constructif. Du côté de la Turquie, le Premier ministre, dans un discours télévisé, appelle le nouveau président élu à livrer à son pays le plus rapidement possible le prédicateur Fethullah Gülen. Il est accusé d'être derrière le coup d'État manqué il y a quelques mois. Un autre appel, celui des Iraniens. Le respect des accords internationaux veut
qu'ils ont exprimées après avoir bien sûr félicité Donald Trump. En France, l'opposante Marine Le Pen, sur son compte Twitter, a adressé ses vives félicitations au président des États-Unis et au peuple américain. Un peuple qu'elle considère libre. C'est un nouveau contexte qui doit pousser la France à être forte, a déclaré son président François Hollande. Non loin de la France, l'Allemagne. Le vice-chancelier Sigmar Gabriel estime que Donald Trump est le pionnier d'un courant international arbitraire et souvent. Les réactions se poursuivent. Theresa May, le premier ministre britannique, félicite Donald et attend le maintien de liens forts avec les États-Unis. L'Europe tout entière exprime sa crainte, raison pour laquelle Bruxelles invite le nouveau président américain à un sommet Union européenne-États-Unis dès que cela lui conviendra. Tout le monde se signale, la Palestine pas en reste. La présidence a appelé Donald Trump à œuvrer à l'établissement d'un État palestinien indépendant coexistant avec Israël. Les Palestiniens mettent en garde le 45e président des États-Unis. La question palestinienne ne doit pas être reléguée au second plan. Pour l'heure, aucune réaction des présidents africains. Le premier ministre israélien a réagi. Il a félicité Donald Trump, véritable ami de l'État d'Israël. Benjamin Netanyahu a déclaré être patient de travailler avec le nouveau président des États-Unis, le président élu. Et on boucle cette page tout simplement dramatique. Ce qui s'est passé au Nigeria, dans l'État de Zamfara, des dizaines de personnes tuées. 36 personnes abattues par balle par des voleurs de bétail présumés. Ce qu'ont annoncé hier le gouvernement et les habitants. Selon l'AFP, les assaillants venus à bord de motos et ont envahi une mine d'or à proximité du village de Bindi. Ils ont tué des mineurs et des vendeurs. Le gouverneur de Zamfara a condamné cette acte terrorisme selon lui. Il a annoncé qu'une enquête avait été ouverte. Une ONG internationale victime d'une attaque des hommes armés avait pour cible une voiture de l'organisation près de Tombouctou au Mali, entre Niafunké et Tunka. Bilan, 3 blessés, mais ce ne sont pas les salariés de l'ONG qui ont été tués. 3 personnes décédées donc, mais qui ne sont pas des salariés de l'ONG. Ils étaient des passagers du véhicule qui a été emporté par les assaillants. Et pour terminer, Antoine, en République démocratique du Congo, une trentaine de casques bleus et un civil blessé à Keishero, près de Goma. C'est à la suite de l'explosion d'un engin explosif non identifié. Selon la mission onusienne, une femme a également été blessée. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'attaque aurait directement visé les casques bleus. Georges Detchediop, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Qu'est-ce que l'Afrique et le monde peuvent attendre de Donald Trump, qui vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique? On en parlera dans quelques minutes dans Point de vue. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Le football avec les Lions du Sénégal qui vont effectuer leur deuxième galop d'entraînement dans 1 heure. Ce sera à Polo Kouanéville, la deuxième sortie dans cette course à la qualification à la Coupe du Monde 2018. Les Lions du Sénégal, au grand complet sous les ordres d'Aliou Cissé, vont donc poursuivre la préparation en vue du match de samedi prochain devant les opposés au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud pour le compte du groupe D. En route donc pour rejoindre les Lions du Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, s'est prononcé sur l'affaire Moussa Sow. Selon le président de l'instance dirigeante du football, il n'y a pas de cas Moussa Sow. Il s'est expliqué au micro de l'envoyé spécial de RFM, Babacar Fall, à l'aéroport de Johannesburg. Le problème au Sénégal, c'est qu'on voit des cas partout. Je pense que l'entraîneur a été un peu plus clair. Donc, lors de sa conférence de presse, il a dit qu'il a parlé à Moussa. Après, vous savez, même les médecins les plus compétents ne peuvent pas maîtriser en fait l'évolution d'une blessure. Il arrive souvent que chez un footballeur, on diagnostique un mal et qu'on fixe un délai de guérison ou de consolidation de cette guérison à un temps très long, et on se retrouve avec un joueur qu'on récupère plus vite. L'inverse aussi est vrai. Sur ce cas-là, je pense que ce qui est important, c'est que l'entraîneur et Moussa ont échangé
Et c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé que Moussa, pour ce match-là, ferait l'impasse. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Moussa a toujours fait partie du groupe. Je pense que l'entraîneur à l'époque avait expliqué pourquoi il ne le prenait plus. Quand il est revenu en Turquie et qu'il a été compétitif, je pense qu'il l'a immédiatement pris. Et je pense que rien que le bon sens devrait pouvoir nous faire comprendre que l'entraîneur ne se passerait pas d'un joueur qui, après une année d'absence, est revenu et a marqué le dernier match de son empreinte en marquant un but important. Donc je pense que, et Moussa, je peux vous dire, je peux en témoigner, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du comportement, c'est quelqu'un d'irréprochable. Donc il n'y a aucun nuage, c'est dans l'ordre normal des choses. Un entraîneur veut, dans un match capital, des joueurs à 100%. On ne pouvait pas maîtriser l'aspect de sa guérison et l'entraîneur et le joueur ont pu penser qu'il était mieux qu'ils ne prennent pas de risque du tout. Parce qu'on a vu que même quand il est revenu, pendant 2 ou 3 jours lors du match contre le Cap-Vert, il s'est entraîné presque en dehors du groupe. Handball, oui. Le sélectionneur des Lions du Sénégal dévoile son programme. Après avoir publié la liste des 18 joueuses retenues pour aller donc disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'entraîneur Frédéric Boujon s'est exprimé ce matin au téléphone de Youssouf Bodian sur comment il va préparer cette compétition, mais également quels sont les objectifs assignés à cette équipe nationale du Sénégal. Frédéric Boujon avec Youssouf Bodian. Moi, la liste, elle est assez cohérente et en continuité par rapport à ce qu'on fait depuis plusieurs mois. Hein. Voilà, on a, dans un premier temps, essayé de voir un maximum de joueuses. Ensuite, on a commencé à réduire l'effectif à partir du mois de juin et on a été dans la continuité sur le mois d'octobre, même s'il y avait pas mal de petites blessures en octobre qui nous ont un petit peu embêtés. Mais voilà, on a un groupe qui s'est dessiné maintenant depuis plusieurs mois et la liste, elle est uniquement la conséquence du travail qu'on fait ensemble depuis le début de l'aventure. Alors coach, quel est le plan de préparation du Sénégal en direction de cette CAN qui va se jouer dans moins de 3 semaines? On est monté en puissance au fur et à mesure dans la préparation. Voilà, on a fait un très très bon stage au mois d'octobre avec 3 matchs de préparation vraiment intéressants. Voilà, maintenant on a une grosse semaine de préparation en France avant de décoller pour l'Angola et cette semaine elle va nous permettre de finaliser un petit peu nos intentions dans le secteur défensif, de travailler un tout peu le détail des supériorités numériques, des infériorités numériques, voilà, et de renforcer tout ce qu'on a mis en place sur l'attaque des défenses étagées. Donc on a des matchs de préparation pour ça, on a un peu de temps pour travailler avec quelques séances d'entraînement et puis on va aussi faire très très attention à l'intégrité physique des joueuses pour pouvoir avoir toutes nos joueuses sur la compétition. L'équipe nationale du Sénégal de handball entre en regroupement le 15 novembre prochain en région parisienne. En région parisienne, les Lions rejoignent ensuite directement l'Angola où va se disputer la Coupe d'Afrique. Donc ce sera du 28 novembre au 7 décembre prochain. Antoine. La lutte et le basket pour boucler cette page des sports. Avec Pape Abdoufal, promoteur de lutte et patron de la structure PAF Production qui a retenu la date du 5 mars pour organiser le combat qui devra opposer Boigna de Pékin à Guigui de Guédiawaye. Le combat donc a été officiellement ficelé par le promoteur Lutte avec Frappe toujours. À noter que la signature de contrat prévue aujourd'hui entre Modulo et Lac de Guiers numéro 2 a été reportée à une date ultérieure toujours. Pape Abdoufal qui est le promoteur de cette affiche. On parle de basket pour finir avec également la cérémonie de remise de matériel sportif à l'ASFO qui était prévue aujourd'hui avec le président Baba Tandian qui a été renvoyé jusqu'à jeudi prochain. Baba Tandian s'est dit être dans des situations il s'est dit donc être indisponible pour ce mercredi. Donc la cérémonie aura lieu jeudi prochain. Ce sera au lycée des filles John Fitzgerald Kennedy de Dakar. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour, Mbaye Sidi Mbaye. J'ai envie aujourd'hui de fixer un regard moins furtif, moins indifférent sur ce qui nous entoure et qui n'a pas toujours l'air de mériter notre mémoire. Si vous appartenez, comme moi, à ce qu'on appelle les grandes places, lieux de rencontre, de socialisation, où l'on ressasse la jeunesse, sa jeunesse, les folies de jeunesse et autres, prêtez un peu plus d'attention à votre environnement. Le dimanche,
l'avenue Malick Sy est relativement moins encombrée par la circulation. Il y a place pour les taxis et les cars rapides de prouver leur titre, leur statut de maître volant. Les gros camions aussi participent au gymkhana en fonçant sur les obstacles. Fantastique. Cette vélocité éléphantesque, pas très appréciée du reste par les concurrents, qui klaxonnent comme des damnés avec force invective. Mais ce n'est pas tout. Les marchands ambulants se relaient, sans se bousculer, le fonds de commerce sur la tête, sur les bras, etc. Dérisoire. Il s'agit de quelques petites boîtes de crème miracle, des cure-dents et autre chose. Puis s'approche de plus en plus le cliquetis de ciseaux manipulés avec dextérité. C'est le signal d'alerte d'un jeune Nigérien, coupeur d'ongles comme on les appelle. Tout son attirail tient dans un mouchoir. Ne vous y méprenez pas, il gagne sa vie et il la gagne relativement bien. Comme un saisonnier, il va et il vient entre Niamey et Dakar. Tiens, il y a aussi avec lui un ami qui chemine, c'est un cireur. Lui, il s'occupe des chaussures. Il est utile lui aussi, avec ses routes poussiéreuses. Les agents municipaux qui s'occupent des chaussées balaient le matin. À 18h, ils n'avaient rien fait. C'est comme si la poussière se réinstalle. Elle attendra demain. Il y a aussi une catégorie de gens absents. Absents du spectacle à ciel ouvert, dont eux-mêmes sont les acteurs indifférents. Désincarnés, drogue dure, yamba de chez nous, Gains. Souvent, en les regardant, ils nous rappellent vaguement quelqu'un, un visage, un air de famille. La vie, leur vie les a trop tôt abîmés. Ils font partie des effluves de l'avenue El Hadji Malick Sy. Ce sont les effluves du lagon le dimanche. RFM, la presse du jour. Les colonnes des journaux parcourues par Youssouf Bodian. Bonjour Youssoufa. Bonjour. La grande colère des pharmaciens étalée à la une du journal Le Témoin. C'est suite à l'assassinat de 2 employés d'une officine à Ndjoum. Dans le journal, l'ordre des pharmaciens annonce une suspension des gardes jusqu'à nouvel ordre. Un sit-in devant le ministère de la Santé vendredi à Dakar et les gouvernances. Dans les régions, fermeture des officines vendredi de 8h à 15h. Le chiffre que donne le populaire est alarmant. Plus de 50 pharmacies attaquées depuis 2005 avec des pertes en vies humaines, selon le journal qui annonce la fermeture temporaire des officines dans les régions vendredi prochain. Loin d'être fermé, le dossier Barthélémy Diaz, Barth se blanchit et mouille bro, titre la Tribune, devant la commission ad hoc chargée de la levée de son immunité parlementaire. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a nié avoir tué Ndiaga Diouf. J'attends un rapport fidèle sur les commanditaires, déclare Diaz fils dans Walf Quotidien. Les minutes de l'audition de Barthélémy Diaz par la commission ad hoc racontée par Direct Info qui revient sur les déclarations fortes du maire de Mermoz. Pourquoi j'ai été ciblé? J'ai eu droit à une enquête partielle. Je suis autorisé à détenir une arme à feu. Ou encore le pouvoir de Wade m'en voulait, ce qui fait dire à l'Observateur que Barthélémy Diaz charge le Parti démocratique sénégalais. Les cibles de Diaz fils selon l'Obs, l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom et l'ancien commissaire central Harouna Sy. En tout cas, l'Assemblée nationale va trancher vendredi, titre Sud Quotidien. En revanche, le débat n'est pas encore tranché à propos des ressources minières du Sénégal. Dans le quotidien, le ministre de l'Industrie et des Mines rectifie le président du Grand Parti. Les chiffres de Malick Gakou sur les ressources minières, c'est faux, s'exclame Aly Ngouille Ndiaye.
À sa une, le journal Le Quotidien rappelle les propos du coordonnateur du front de l'opposition, Manko Watou Sénégal, qui estime les réserves minières du Sénégal à pas moins de 162 milliards. Des balivernes selon le ministre de l'Industrie et des Mines, qui révèle qu'au moment où on parle, même celui qui explore ces matières premières ne connaît pas les quantités de gaz que nous avons. Des propos tenus en marge de l'ouverture du 4e salon des mines à Dakar. Faire du secteur minier un moteur de croissance économique, c'est l'ambition du Sénégal annoncée par le Premier ministre dans Le Soleil. L'astre de Anne qui nous informe que le secteur minier est le premier contributeur au budget national. Nous restons avec Le Soleil qui liste les retombées de la visite du roi Mohamed VI au Sénégal. Le Maroc va construire un centre de formation à l'entrepreneuriat. Le royaume chérifien qui offre au Sénégal 33 900 boîtes de médicaments pour lutter contre le sida. La santé des jeunes Sénégalais menacés si l'on en croit l'Observateur qui alerte sur les dangers de la chicha à la mode chez nous. Dans un large dossier, le journal du groupe Futur Média donne la parole au tabalogue professeur Morndiaï qui nous apprend que 50 bouffées de chicha équivalent à 2 paquets de cigarettes fumées. Encore plus grave selon le professeur Ndiaye, la chicha contient un monoxyde de carbone supérieur à celui de la cigarette. C'est connu, la cigarette ne fait pas bon ménage avec le sport. Afrique du Sud, Sénégal, jour J, -3. Le deuxième galop d'entraînement des Lions au complet à Polokwane, c'est ce soir à 19h locale, 17h à Dakar. Les Lions vont élever le rythme, annonce Stade Quotidien. Face au Bafana Bafana, le Sénégal peut compter sur un Sadio Mané en forme. L'attaquant de Liverpool occupe la 39e place sur la liste des 50 meilleurs joueurs du monde. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Qu'est-ce que l'Afrique et le reste du monde peuvent attendre de Donald Trump qui vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Notre premier intervenant est le journaliste Abdoulaye Sakoufaye. Bonjour Abdoulaye. Vous êtes le directeur de la radio Trade FM. Alors, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine avec 279 grands électeurs face à Hillary Clinton. Abdoulaye, dites-nous d'abord, êtes-vous de ceux qui attendaient la victoire de Trump ou bien c'est une surprise pour vous? Un peu les médias français hostiles un peu à la candidature de Trump et qui un petit peu l'ont diabolisé. Mais si on s'y penche un peu, on peut quand même voir des raisons pour lesquelles Donald Trump a gagné ces élections, peut-être que nous y reviendrons. Très bien. Alors, il a eu un discours qui a fait peur pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, après son élection, il parle sur un autre ton, j'allais dire même édulcoré. Mais qu'est-ce que l'Afrique, d'abord, et puis le reste du monde peuvent attendre de lui? Écoutez, l'élection de Donald Trump, vous l'avez dit, elle ouvre une période d'incertitude, des incertitudes qui sont liées d'abord au personnage, vous l'avez dit, je ne vais pas vous faire son portrait, mais aussi des incertitudes qui sont liées au message que les Américains ont voulu lancer en le choisissant. Si les électeurs ont voté pour Donald Trump, c'est parce qu'ils règlent d'abord leurs problèmes, des problèmes d'abord économiques notamment, pour relancer l'économie américaine, la machine qui ronronne un peu depuis quelques années. Et puis, évidemment, à l'épreuve du pouvoir, un président américain ne peut pas s'enfermer dans les limites de ses frontières, c'est sûr, compte tenu un peu de... Comme il l'a dit d'ailleurs. Hein? Oui, évidemment, dans le système international, entre les États-Unis qui sont la première puissance économique mondiale, on sait, si les États-Unis s'en ruinent, c'est toute la planète qui éternue. L'Afrique donc a été absente, Antoine, puisque vous avez parlé de l'Afrique tout à l'heure, de la campagne électorale, elle a été complètement passée sous le silence, il est présenté, c'est vrai, l'Afrique comme un peu la dernière frontière de la croissance économique, mais elle risque de faire les frais de l'élection de Donald Trump. Vous savez, sur le plan économique, les États-Unis interviennent en Afrique à travers des agences comme l'USAID. Un des programmes phares, d'ailleurs, dans l'ère des démocrates, ça a été le programme PAO Africa, initié
par le président Barack Obama, qui fixait des objectifs donc de doubler l'accès à l'électricité sur le continent africain. Quel sort aujourd'hui sera réservé par exemple à cette initiative de 7 milliards de fonds publics et de plus de 14 milliards de dollars qui étaient promis par les secteurs privés et publics américains. Je suis très sceptique quant à la poursuite de ce programme, déjà qu'il peinait déjà à être mis en place. Un programme, faut-il le rappeler, qui concernait certains pays africains comme le Libéria, le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie. Et qui plus est en train pour finir, Donald Trump envisage aujourd'hui de relancer l'économie américaine par de grands investissements sur les fonds publics pour relancer donc l'économie de son pays. L'Afrique, j'ai bien peur, a très peu de place dans le programme économique de Donald Trump compte tenu des difficultés que traversent aujourd'hui les États-Unis. Il y a d'autres programmes, c'est vrai, comme l'AGOA par exemple, et d'autres programmes sur lesquels, eh bien, c'est l'incertitude totale, je disais, compte tenu de l'égocentrisme de Donald Trump, qui a des chantiers qui sont prioritaires dans son pays, des chantiers de construction de son pays, des chantiers de réindustrialisation des États-Unis avec de grands investissements sur le plan qui vont être issus donc des fonds publics. L'Afrique peut-être pourra encore profiter de l'AGOA avec ces traités qui permettent aux pays africains de commercer avec les États-Unis. Mais comme je le disais, j'ai des doutes quant à la place que le continent africain aujourd'hui devra occuper sur la politique étrangère des États-Unis à travers ces agences justement comme USAID qui portent ces programmes sur le continent. Oui, après l'Afrique maintenant, en tous les cas, l'essentiel de son discours c'est adressé aux Américains, vous me direz que c'est normal, mais par rapport maintenant à l'Europe, faut-il s'attendre à un autre type de rapport, vu les différentes réactions, l'Allemagne qui se dit surprise, et puis il y a d'autres pays européens qui ont réagi, comme la France. Évidemment, on est un peu dans l'expectative, mais vous savez, Donald Trump, je pense que ce discours qu'il a tenu pendant la campagne électorale, eh bien, ce discours-là, il faudra, c'est vrai, l'oublier sur le plan international, parce que je le disais, il ne peut pas s'enfermer dans ses frontières. Aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de dealer avec le monde, pour parler de manière triviale. C'est vrai qu'aujourd'hui, les partenaires européens, les États-Unis sont le premier fournisseur aujourd'hui du budget de l'OTAN. La France aujourd'hui qui se montre très sceptique à travers le discours tout à l'heure du président français quant à ses relations avec les États-Unis. L'Allemagne que Donald Trump avait pensé en leur disant, écoutez, vous avez aujourd'hui trop d'immigrés et vous êtes un peu, quelque part, un peu le terreau du terrorisme en Europe. Il y a aussi ces questions d'accord de libre-échange qu'il a signé avec le Japon, qui est en train aujourd'hui de finaliser ces accords, de faire en sorte que les États-Unis puissent commercer avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a peur de ce personnage, parce que tout simplement, c'est un personnage qui n'est pas moulé dans une peur bien fondée de la diplomatie, de la diplomatie internationale. On a l'impression qu'il n'est pas préparé à gouverner un État. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent, qui était dans le business et qui a un discours très populiste qui fait peur à l'Europe. Mais je pense qu'il aurait une marge de manœuvre quand même assez réduite et il faudra qu'il tienne compte un peu du système international bien établi qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gouverner un pays en vase clos, d'autant que la politique américaine des États-Unis, la politique étrangère pratiquement est très prégnante et l'Amérique occupe une place importante dans le monde. Abdoulaye Sakoufaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de la radio Trade FM. L'autre intervenant s'appelle Mignane Diouf, c'est le coordinateur du Forum mondial social bureau du Sénégal. Mamadou Mignane Diouf donc sera en ligne dans quelques petites secondes. Il est en ligne. Bonjour Mamadou Mignane. Bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien, très bien. Alors, cette élection, première réaction, l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. J'avoue que j'ai suivi l'année électorale et puis je ne suis pas surpris. Je fais partie de ceux qui pensaient pendant la campagne que Trump allait gagner. Oui. Pendant la campagne, j'étais hors du pays et j'étais dans une mission de réunion en Afrique, au Niger et au Mali. Et je l'ai dit à mes amis que vous allez avoir des surprises parce que le bonhomme, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'en vérité, actuellement, tous les peuples du Nord, ils ont un problème sur trois questions que Donald a soulevées. C'est la question de l'islam, c'est la question du terrorisme, c'est la question de la migration. Il a mis son accent de campagne sur ces questions et il s'est adressé directement au peuple américain de moyens et un peu, disons, les couches les plus
vulnérable oui, ce peuple américain qu'il a bien entendu, oui. Voilà. Donc, à mon avis, voilà pourquoi j'avais dit à mes amis à l'époque, au Niger, où nous étions pendant cette campagne, et que vous pouvez avoir beaucoup de surprises parce que le bonhomme pourrait gagner et tout le monde ne serait pas possible. Donc, hier, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas été surpris. Oui. Pas surpris. Mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux relations États-Unis-Afrique? À mon avis, Antoine, c'est une question que je ne me pose jamais. Les États-Unis et l'Afrique et le reste du monde, il ne faut jamais être optimiste sur les relations que la puissance mondiale entretient avec les pays en voie de développement. Ce n'est pas une relation égalitaire qui pourrait s'imposer entre nos pays et la puissance mondiale. C'est des relations souvent dites de coopération et de partenariat, mais en vérité, c'est des relations d'exploitation. Antoine, aujourd'hui, il n'y a pas un pays du monde qui n'a pas besoin de l'Afrique, là où nous vivons. Du point de vue de ses ressources, du point de vue des moyens futurs, du point de vue des perspectives, il n'y a pas un pays qui n'a pas besoin de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que tous les pays, vous le voyez, toutes les puissances du monde, organisent des conférences afro-américaines, afro-européennes, Afrique-Chine, Afrique-Japon. Oui. Et c'est parce que exactement les puissances actuellement, en tout cas ceux qui font preuve de puissance, c'est eux qui ont besoin du continent. En conclusion, Donald Trump ne peut pas oublier l'Afrique. Il ne peut pas oublier l'Afrique, il ne peut pas se passer de l'Afrique, que ce soit Donald Trump ou Mme Clinton, personne ne peut se passer de l'Afrique. Mais le discours souvent qui est véhiculé essaie de sorte à nous faire voir que vous ne nous intéressez pas, parce que vous n'êtes rien, excusez-moi, vous n'avez rien, vous ne pouvez rien faire. Oui. Mais il n'y a pas une économie actuellement du monde qui n'a pas besoin de 1 milliard de consommateurs. Rien que le téléphone en Afrique, mon cher, le téléphone, même le berger, mon cousin, il en a. Le cultivateur, il en a. Donc, faire semblant de ne pas avoir besoin de ce marché-là d'1 milliard de consommateurs, c'est qu'on fait l'opinion. Maintenant, il appartient aux Africains de prendre conscience de qui nous sommes et de se rendre compte aussi que aucun pays africain, isolément, dans le format actuel de nos micro-États, il n'y en a pas un pays africain qui peut résister à cet engagement que les autres pays du monde ont de continuer à dominer, à exploiter, à nous mettre dans des positions de faiblesse. Il faut donc que l'Afrique comprenne cela et travaille désormais à ce but du fait qu'on a besoin de moi, mais que pris isolément, individuellement, les frontières qui sont nées de la réunion de la conférence de Berlin ne peuvent pas permettre de le faire. Travaillons à nous mettre ensemble pour faire face à cela que nous cherchons. Très bien. Alors, pour boucler rapidement, Mamadou Mignane Diouf, comment vous envisagez les relations entre les États-Unis et le reste du monde avec l'élection de Donald Trump? Il y a deux possibilités, à mon avis, qui peuvent sortir. Les États-Unis continueront à vouloir être la puissance du monde. Les relations des États-Unis avec Trump vont être sans doute des relations un peu heurtées, parce que s'il continue à faire avancer les thèses qu'il a évoquées pendant la campagne, heureusement que quand je l'ai entendu hier, ce matin plutôt à 5h du matin, je crois, parler son premier discours, il a changé totalement de position. Mais s'il continue avec les réseaux américains qui sont aujourd'hui structurés avec la question de la migration, avec la question de l'islam et du terrorisme, si les réseaux américains autour de Trump continuent à vouloir donc mettre de côté tous les actifs de ce qui était déjà lancé par l'administration d'Obama du point de vue de la Palestine, de l'approche sécuritaire et de l'approche de mise en confiance, ils veulent mettre tout cela de côté et vouloir imposer de nouveaux formats. Je crois que les relations vont être très heurtées. Et à partir de ce moment, attendez-nous à voir très prochainement les relations entre les États-Unis, le reste du monde, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, sans compter maintenant que la Chine ne va plus sans doute changer du point de vue. Très bien, merci. On pourrait aller vers une dynamique qui pourrait être un peu douloureuse. Mamadou Mignane Diouf, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum mondial social Bureau du Sénégal. C'est tout pour Point de vue. La météo donc, avant de boucler cette édition, un ciel partiellement nuageux va prédominer sur les localités proches du littoral. Ailleurs, un temps ensoleillé va prévaloir au cours des prochaines 24 heures. La sensation de chaleur sera ressentie sur une bonne partie du pays, notamment sur les régions de l'intérieur,
avec des températures diurnes qui vont varier entre 31 à Dakar et 41 à Matam. Fin de cette édition, rappel des titres. L'Américain, nouveau président, le républicain Donald Trump, devient le 45e locataire de la Maison-Blanche. Il a battu sa rivale, la démocrate Hillary Clinton, et dans ses habits de nouveau chef de l'exécutif américain, Trump appelle à l'unité de tous ses compatriotes. Suspension des gardes de nuit dans toutes les officines de pharmacie, une violation de la législation en cours, mais l'Ordre des pharmaciens du Sénégal soutient le contraire. Et puis meurtre, viol, association de malfaiteurs et trafic de drogue. La deuxième session de la cour d'assises de Ziguinchor va se pencher sur 14 affaires. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf, à la régie il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par Barthélémy Ngom. Tout de suite, Dialgati Kibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.